Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Le terme bore-out est apparu pour la première fois en 2007. Ressemblant au burn-out, il vient du mot anglais boring, qui signifie ennuyeux, et out, qui signifie en dehors. On l'utilise pour parler d'épuisement professionnel par l'ennui. C'est donc quelque chose de bien différent du burn-out, voire complètement l'inverse. Pourtant, ils viennent de la même base, ne plus trouver de sens dans son travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie au micro de Sans Tabou. Elle a souhaité témoigner sur le sujet car il y a peu, et comme beaucoup de personnes aujourd'hui, elle s'est retrouvée chez elle à ne plus vouloir retourner au travail. Des symptômes dépressifs pour commencer, elle a finalement compris que ce n'était ni une dépression ni un burn-out. Stéphanie faisait un bore-out. Mais qu'est-ce donc au juste ? Quels en sont les symptômes ? Et comment guérit-on de cela ? Peut-on vraiment en guérir complètement d'ailleurs ? J'ai posé toutes ces questions à Stéphanie. Je vous laisse écouter notre conversation. Eh ben, on est parti ? Oui. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu ? Ça va bien. C'est vrai que tu as eu des bouchons en venant. Oui, c'est très compliqué la circulation sur le Grenoble. Je sais pas comment ils vont pouvoir régler ça, je crois qu'il va falloir faire une autoroute avec 12 voies. J'espère pas quand même, parce que le but c'est que ce soit écologique un minimum, mais bon. Mais en tout cas je suis ravie, enfin qu'on se cale, ça fait un petit moment qu'on essaye de se caler pour cette petite interview. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je suis Stéphanie, j'ai 38 ans, je suis coach professionnel certifié et j'ai été fonctionnaire de la fonction publique hospitalière pendant 10 ans. Aujourd'hui, on va parler de bore-out. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu as souhaité témoigner sur ce sujet ? Parce que le bore-out, c'est pas très connu, on parle souvent de burn-out. Et donc, même moi, quand j'ai rencontré les médecins, les psychologues du travail, tout le monde m'a parlé de burn-out et je me disais, mais en fait, c'est pas ça c'est pas ce qui m'arrive. Je suis pas surmenée, je suis pas au bout de, enfin, je m'ennuie. C'est vraiment une question d'ennui et quand on dit qu'on s'ennuie dans le monde du travail, ben ça passe pas très bien. Et c'était vraiment l'idée de pouvoir partager l'idée de s'ennuyer au travail volontairement ou involontairement. Oui, pour faire comprendre en fait aux gens que c'est peut-être ça ce qu'ils ont en ce moment, je sais pas. C'est ça. Voilà, oui, parce qu'il n'y a pas que le burn-out ou le surmenage au travail, il y a aussi le fait de n'avoir rien à faire, pas de mission, pas de sens dans son travail. Et quand est-ce que tu as entendu parler de ce nom ? Tu l'as vu quelque part dans un article ou tu as fait des recherches sur tes symptômes par exemple, je sais pas. C'est plutôt de la lecture d'articles de gens qui vivaient des burn-out. Ah, des burn-out, voilà, ok. pour essayer de comprendre ce que moi je vivais. Et je me disais, c'est pas ça. C'est pas ça. Et en lisant des articles de fil en aiguille, je suis tombée sur le bore-out. Et après, en lisant les symptômes, tout ça, du coup, je m'auto-diagnostique et je pense que c'est ce que j'ai fait. Même si aujourd'hui, d'un point de vue médical, dans mon dossier médical, c'est marqué que j'ai fait un burn-out. Voilà, ah oui, parce que il y a que ça qui est reconnu, voilà. Peut-être. Bah, parce que le médecin, en fait, il a pas d'autres... il n'y a pas d'autres noms. Vocabulaire. Voilà, d'autres vocabulaires que le burn-out. Voilà, et c'est même difficile d'expliquer aux gens aujourd'hui parce que quand je dis que du coup j'ai craqué au travail, tout le monde me dit un burn-out et je suis encore aujourd'hui dans le fait de dire c'est plus simple pour les gens si je les laisse croire que j'ai fait un burn-out plutôt que d'expliquer que c'était de l'ennui au travail. C'est très compliqué d'expliquer aux gens qu'on s'ennuie dans son travail. Oui, et puis c'est pas juste je m'ennuie comme ça, c'est tous les jours vraiment, et ça pèse sur le moral. Enfin, on va rentrer dans les détails juste après. Est-ce que tu connais la différence entre burn-out, bore-out
et brown out. Est-ce que tu sais, et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors oui. Comme ça nous fait un petit peu... Oui, avec tes mots, hein, bien avec sûr. Avec les mots. Le burn-out, c'est vraiment une idée de... Alors, dans les 3 cas, il y a une idée de perte de sens dans son travail, dans ce qu'on fait. Le burn-out, il y a plutôt une idée de trop. Voilà. C'est un moment où on n'arrive plus à gérer toutes les informations qui nous arrivent, et du coup, notre corps, il s'arrête. Vraiment. Pour moi, le bore-out, c'est vraiment une idée. Donc, il y a toujours cette perte de sens et cette idée de plus arriver à travailler pour faire quelque chose de construit. Donc, on s'ennuie, et plus on s'ennuie, et plus on s'ennuie. Et moins on fait de choses, et moins on fait de choses, plus on s'ennuie. En fait, on s'enferme dans un cercle vicieux. Et moi, il y avait aussi cette question de perte de sens dans mon travail, et le fait de vouloir aller chercher du sens quelque part où les gens autour de moi, ils avaient pas envie de m'en donner. Donc moi, je cherchais du sens dans mon travail, et autour de moi, tout le monde me dit « Arrête de chercher quelque chose qui n'existe pas. » Ouais. Cette espèce de chimère de se dire « Mais si, il y a quelque chose à faire d'éthique derrière, il y a quelque chose de responsable, il y a du sens dans mon travail, je vais le trouver. » Et de jamais trouver. Comme un chercheur d'or. On cherche quelque chose qui n'existera, enfin qu'on trouvera peut-être jamais. Ouais. Il y a vraiment, voilà. Et dans le bore-out, il y a vraiment cette idée... Mais dans ton métier même, en fait, c'est ça. Même, oui, bah, d'accord, là je comprends mieux. Ok. Et dans le bore-out, il y a vraiment cette notion d'avoir cherché beaucoup, 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 et puis à un moment de se dire, bon, bah, je trouverai pas, d'abandonner, et de tout abandonner, et de plus rien faire. Voilà, moi j'ai été abandonnée voilà, dans mon bureau, et quand on est seul, bah voilà. C'est l'ennui qui survient quand on n'a plus du tout de tâches à faire. C'est vraiment l'idée de la mise au placard qui enchaîne le bore-out. Et après, le brown-out, je suis pas sûre de bien parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur ces 3 sujets-là, mais je suis pas sûre de bien me rappeler. Oh, bah, au pire, je donnerai l'explication que je voudrais pas dire sur de Internet, bêtises. Mais il n'y a pas de souci. Quels sont les symptômes que tu as commencé à avoir et quand, peut-être, au niveau de la chronologie? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, sans forcément rentrer dans les détails, parce que je sais que tu ne peux pas tout donner en détail. Il y a d'abord le fait d'aller au travail en marche arrière. Ouais. Il y a les premiers symptômes, c'était de se dire, et si j'avais un accident sur l'autoroute ce matin, je serais pas obligée d'y aller. Ah oui. Si je rentrais voilà. Oui. Non mais voilà, si du coup la voiture de derrière moi, elle me rentrait dedans, pas quelque chose de grave, mais du coup j'arriverais en retard. Voilà, ou du coup de faire exprès d'être en retard le matin, de pas mettre le réveil pour réveiller les enfants, vraiment d'aller au travail à reculons en disant je veux pas y aller. Voilà. Et puis après il y a toute la notion d'être malade. Donc moi j'ai développé tous les symptômes de maladie chronique des cervicales. Donc j'avais des minerves toutes les semaines, le kiné, ça sert à rien puisque de toute façon c'est pas... Ça venait de ton mal-être, oui. D'accord, voilà. intérieur. Donc voilà, j'ai développé des maux de cervicales, les migraines, les maux de tête, mais c'était vraiment psychologique parce que j'ai fait plein de radios, il y a jamais rien. Alors on précise bien que c'est psychologique, mais les mots sont vraiment là. Oui, les mots sont vraiment voilà. là. Oui, c'est dû au psychologique. C'est le cerveau qui prend le pas sur le corps, et c'est le cerveau qui impose au corps une espèce de maladie chronique qui médicalement n'existe pas. Il n'y a pas de solution. Le Doliprane, ça marche pas. Le Tramadol, ça marche pas. Ah oui, c'est quand même fort, le Tramadol. Oui. Voilà. Et puis après, il y avait le fait d'aller au travail en pleurant tous les jours. Voilà, de vouloir s'échapper. Et puis il y a toutes les addictions qui arrivent derrière, donc la cigarette, la nourriture. Ah oui, aussi, ouais. Bon, je bois pas d'alcool, donc il y a pas l'alcool, mais moi j'ai vu des gens qui du coup se mettent à boire. Enfin, quand on commence à boire 2 verres de vin le soir en rentrant à 4h30 du travail. À 4h, ah oui. L'apéro est un peu tôt. L'apéro est un peu tôt. Voilà. Et ça a vraiment commencé comme ça. C'est petit à petit, toutes ces douleurs, tous ces maux, le fait d'aller à reculons au travail, le fait de se dire, voilà, je mets pas le réveil. C'est presque même pas intentionnel de pas mettre le réveil le soir pour être en retard le matin, histoire d'arriver le plus tard possible au travail. Essayer de pas croiser les gens. Ouais, et je pense que vraiment le pire moment, c'était ce que je disais, c'était de se dire, si la voiture de derrière moi, elle me rentre dedans, ce serait super. Comme ça, je suis pas obligée d'y aller.
Ouais, enfin j'espère que tu te disais pas quand même que tu as un accident corporel aussi. Non, c'était c'était vraiment c'était uniquement matériel. J'ai jamais eu d'envie de me faire du mal à moi-même. Mais je sais que ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Ouais. Moi, c'était vraiment d'un point de vue vraiment matériel, ni de faire du mal aux autres, pas de moi provoquer un accident pour voilà. Oui, bien sûr. Mais quand on est dans les bouchons sur l'autoroute, quand on avance en accordéon, voilà. Oui, un petit accro. Un petit accro, ça pourrait mettre en retard, ce serait pas mal. D'arriver à l'heure au travail. Ouais, c'est vraiment un découragement total, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment de trouver toutes les solutions et tous les subterfuges pour pas arriver au travail à l'heure ou de pouvoir ne pas y aller. Tout ce que notre cerveau est capable de faire, et notre cerveau est capable de faire plein de choses quand il a pas envie. Et comment ça a commencé ? C'était quoi qui a fait que tu as... Enfin, ça s'est pas arrivé d'un coup. Non, c'est petit à petit. C'est vraiment cette recherche de sens. Alors du coup, moi, je travaillais dans un établissement où je travaillais à la restauration. Et donc, il y avait cette question de sens, de faire bien manger les gens qui mangent les plats qu'on prépare. Et je me disais, on va mettre des aliments plus responsables, plus raisonnés. Voilà. Et le cuisinier me répondait, oui, mais il y a une question de coût. Oui. Donc il faut que le plat il fasse moins de, je sais plus exactement, mais moins de 1 euro. Voilà, donc avec moins de 1 euro, bah effectivement on peut pas acheter les légumes produits sur le territoire rhône-alpin ou les fruits parce que c'est très cher. Voilà, mais je me disais mais on va quand même acheter du bio en Chine. Est-ce que vraiment c'est raisonnable? Autant ne pas manger de bio du coup plutôt que d'aller le chercher en Chine. Cette idée vraiment de vouloir chercher du sens et de vouloir donner aux autres ce sens en disant au cuisinier mais si je suis sûre on va trouver une solution, on va faire des choses, et que cette personne elle réponde non, il n'y a pas de solution, on trouvera jamais, ça n'avancera pas, c'est comme ça a toujours été comme ça, on changera pas. Voilà, donc cette personne elle reste bornée dans son état et toi tu rames pour essayer de mettre du sens comme le chercheur d'or. Voilà, tu cherches et on te ramène toujours au dire en disant tu trouveras pas. C'est tes collègues qui te disaient ça? Oui. Ouais. Voilà, qui eux sont enfermés dans ce système depuis tellement longtemps qu'en fait ils voient même plus. Voilà, on leur a dit il faut acheter des produits sur ce catalogue, on les paye tel prix, on a tel budget, et on fait comme ça. Et on change pas. Et tant pis si on mange du bœuf bourguignon le 14 juillet. Parce que du coup on a toujours mangé du bœuf bourguignon le 14 juillet, peut-être qu'on pourrait faire une salade. Bon, non, la recette du 14 juillet, ça fait 12 ans qu'on mange du bœuf bourguignon, on change pas. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait du coup petit à petit Est-ce que tu t'en as rendu compte assez facilement? Non. Non, pas tout de suite. Pas du tout. J'ai fait un jour une formation sur le harcèlement. Ouais. Voilà, en interne. Donc avec une formatrice qui était exceptionnelle. Et à la fin de la formation, à 17h, quand tout le monde est parti, elle m'a dit Stéphanie, est-ce que vous pouvez rester? Je pense qu'il faudrait qu'on discute toutes les deux. Et donc je lui dis pas de souci. Je pensais qu'on voulait parler de la formation, de ce qui s'était dit, parce que souvent dans ces formations, il y a des mots et des mots qui ressortent. Elle me dit, Stéphanie, vous allez pas bien? Et du coup, je lui dis, si, ça va, oui, c'est pas facile, oui, j'ai un responsable qui est pas facile, mais c'est comme ça, le monde du travail, on peut pas, c'est pas le monde des bisounours. Et elle me dit, non, mais en fait, moi, je le vois, j'ai l'habitude, je connais ces symptômes, et vous allez vraiment pas bien. Elle m'a dit, je pense que vous faites une grosse dépression. Je suis partie de cette formation, il était 22h. Ah oui. Donc on est resté de 17h jusqu'à 22h. Ah oui, elle est sympa, cette dame. Elle a pris le temps de m'expliquer ce que je ressentais, mes symptômes, ce que c'était que le burn-out, puisque pour elle c'était plutôt un burn-out aussi. Elle a pris le temps de m'expliquer tout ça, et je suis rentrée, je pense que j'ai pleuré toute la nuit. Voilà, de prise de conscience. Et quand je me suis levée le matin, c'est le moment où on se dit, en fait, je vais pas y aller. En fait, je vais arrêter de créer tous ces problèmes que je n'ai pas, et je vais juste pas y aller. Et c'est le jour où tu te lèves, où tu dis, je vais chez le médecin. Voilà. Et puis quand t'arrives chez le médecin, puis tu lui expliques que tu vas pas bien, le médecin qui te dit, oui, mais c'est le monde du travail, c'est pas le monde des bisounours, c'est comme ça, ça va aller. Et puis, peu importe, tu dis au médecin, marquez ce que vous voulez, en fait, mais juste, je vais pas y aller, et j'ai besoin d'un arrêt maladie. Ah oui. Donc voilà, ça commence par une migraine. Peut-être changer de médecin aussi. Je sais pas. Voilà, et du coup, il dit, je comprends que vous êtes surmené, vous avez besoin de 3 jours pour respirer. Il marque quelque chose sur le certificat, et puis t'envoies ça au boulot en disant, voilà, j'ai une migraine ce matin, je viens pas 3 jours.
Et puis au bout de 3 jours, tu retournes chez le médecin et tu lui dis mais en fait j'ai pas la force d'y aller. Au bout de 3 arrêts maladie, il dit donc là vraiment il y a quelque chose. Ouais. Et après il y a tout un engrenage familial aussi. C'est difficile de faire comprendre aux gens que tu veux plus retourner à ton travail. Ça fait très enfant comme réaction. Moi j'ai eu beaucoup de réactions, on dirait un enfant qui veut pas aller à l'école. Mais c'est pas que je veux pas y aller, c'est que je peux pas y aller. Et c'est là où il y a cette différence avec le burn-out, c'est que c'est vraiment le corps qui s'arrête complètement. Et en fait, moi, du coup, mon corps s'était vraiment mis en mouvement pour dire je n'y vais pas. Ah, ça fait pas ça pour le burn-out ? Souvent, le burn-out, les gens, le corps, il s'arrête complètement. C'est des gens, ils peuvent rester couchés 15 jours dans leur lit en boule, ils sortent plus, ils ont plus du tout de force. Et moi, j'avais une force incroyable pour me battre et dire aux gens je n'irai pas. Et pour expliquer, de dire aux gens que c'était pas un caprice. Je n'irai plus. Vivre ça 8 heures par jour, enfermé dans mon bocal. Ouais, comme un poisson qui tourne. Et c'est vraiment le déclenchement, c'est cette personne qui du coup a passé ce temps à m'expliquer que j'allais pas bien et que ça n'allait pas bien dans mon travail et qu'on n'avait pas le droit de vivre ça au travail. Voilà, moi j'étais dans un engrenage, on me disait bon chef il est méchant, c'est pas grave, il y a plein de chefs qui sont méchants. Voilà, mais j'avais plus la notion de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est plus acceptable. Ouais, c'est important en plus ça. Ne serait-ce que pour le respect de soi. Oui, moi j'avais plus du tout cette notion de... elle a passé beaucoup de temps à m'expliquer la notion du respect de soi, et moi j'avais perdu ça en fait. Entre la peur de décevoir, l'envie de trouver ce fameux trésor éthique et de sens dans mon travail. Ouais. Et comment elle s'appelle cette dame ? Nathalie, elle s'appelle. Nathalie. On remercie Nathalie. On remercie Nathalie. Parce que c'est un peu le déclencheur du coup de tout ça. Et qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir ? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Donc, tu as commencé à te rebeller, si on peut dire ça comme ça. Mais quels a été vraiment tes actes ? Déjà, j'étais en arrêt maladie 6 mois. Parce qu'il faut le temps de se reconstruire. Après, si je peux essayer de donner un conseil à quelqu'un, c'est de trouver la force de se faire accompagner. Moi, j'ai pas eu ce courage-là d'aller voir quelqu'un pour expliquer qu'on va pas bien. Un thérapeute ou un psychothérapeute ou un psychiatre. Enfin, je sais pas exactement quel métier fait ça le mieux. Ouais, mais moi j'ai décidé de faire ça toute seule. Voilà, de m'en sortir toute seule par la lecture, par l'écoute de podcasts, de choses comme ça qui vivent la même chose que moi. Mais je pense que le fait d'être accompagnée, c'est encore plus aidant. Donc voilà, moi j'ai été en arrêt maladie 6 mois. Et puis pendant 6 mois, tous les mois, j'ai écrit à mon directeur pour lui dire mais je veux revenir. Je veux revenir, on va y arriver, on va trouver du sens. J'ai pas perdu foi en ce que je faisais. Bah c'est bien. Enfin, c'est bien, je sais pas, mais ça prouve que tu voulais quand même essayer de trouver une solution dans le métier où t'étais, quoi. Voilà, donc je me suis soignée, je disais je veux revenir, avec un médecin qui dit bah non, physiquement ça va pas, c'est pas possible de retourner au travail dans cet état. Et puis la psychologue du travail qui elle n'arrêtait pas de me dire faut changer de métier. Merci. Et qu'est-ce que tu lui répondais à ça ? Et je lui disais mais c'est pas si facile. Voilà, de changer de métier, c'est pas... Alors, du coup, j'étais fonctionnaire. Les fonctionnaires, c'est très difficile de quitter la fonction publique quand on est fonctionnaire avec le titre de... Parce qu'il y a des contractuels. Voilà, mais moi, j'ai vraiment le titre de fonctionnaire. C'est très difficile de partir parce qu'on part sans rien, on n'a pas de chômage, on n'a pas d'aide. Ouais, et puis, il faut trouver un autre emploi. La fonction publique, c'est quand même un très gros employeur. Voilà, Est-ce qu'on a le droit de partir ? Parce qu'on avait dit que c'était compliqué de partir déjà. C'est compliqué de partir. Ouais, en plus. Voilà, quand on part, on perd son statut. Quand on démissionne de la fonction publique, on perd son statut de fonctionnaire. Il y a un peu cette notion de désertion. Oui. Comme dans l'armée. Comme dans l'armée, oui. Ouais, quand on est fonctionnaire toute sa vie. C'est un peu... Tu n'as pas le droit de changer, c'est interdit. C'est ça. Voilà, mais sur les hauts fonctionnaires, moi j'étais pas un très haut fonctionnaire, mais sur les cadres fonctionnaires, on a quand même une formation d'1 semaine sur les droits et les devoirs du fonctionnaire. Ah oui. En interne, donc on se rebelle pas. Et les non-droits aussi. On obéit. Je crois que un des premiers droits, c'est l'obéissance. Le mot, il est écrit comme ça dans la formation, quoi. On obéit à la hiérarchie. D'accord. Il y a une notion vraiment d'obéissance à la hiérarchie, de respect de la hiérarchie. Ouais, c'est très militaire. C'est très militaire comme fonction. Après, peut-être pas toutes les fonctions publiques. Je pense qu'il y en a où ça se passe bien aussi. Voilà, mais faut rentrer dans le moule. Voilà. Et je pense que moi, du coup, je suis pas du tout dans le moule.
et c'est très difficile de rentrer dans le cadre. Ouais. Comme beaucoup de gens, mais c'est vrai que maintenant, les choses commencent à bouger. Ça, c'est plutôt bien. Oui. Voilà, je voulais revenir et j'ai réussi à revenir à mi-temps thérapeutique. Donc c'est 50% du temps sur un nouveau poste avec un autre projet qui du coup me tenait à cœur, qui était éthique, responsable, porteur de sens pour moi. Alors attends, on va juste expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un mi-temps thérapeutique. Donc c'est pas forcément mi-temps, moitié temps par rapport à 35 heures, mais en tout cas, on est comme un temps partiel. C'est ça. Et le reste de notre salaire est payé par la sécurité sociale, je crois bien. Ça permet aux gens de retourner au travail progressivement. Avec douceur. C'est ça. Vas-y, je te laisse finir. Et donc avec mon directeur, on a discuté, on a choisi ensemble un projet, une idée de pouvoir me faire revenir sur un projet qui pour moi avait du sens, porteur de sens, et donc de revenir dans le monde du travail. Donc là, il était plutôt ouvert à ça. Oui. Ok. Oui, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire revenir les gens, parce que les gens qui sont en arrêt maladie, c'est pas agréable pour personne, ni pour le service, ni pour l'établissement, parce que financièrement ça coûte de l'argent, quelqu'un qui reste à la maison. Ni pour les collègues qui du coup doivent travailler à ta place, oui, je suppose. La charge de travail, toujours. Oui. Puis avec mes collègues, c'était difficile de leur dire ne m'appelez pas quand on est chef d'équipe. De dire à ses agents arrêtez de m'appeler et de m'envoyer des messages, j'ai besoin de couper. Voilà, j'ai besoin de pas être au courant de ce qui se passe. Et donc j'ai décidé de revenir à mi-temps thérapeutique sur ce poste. Et je pense que le vrai bore-out a commencé là. C'est de pas avoir soigné correctement la première partie de perte de sens dans mon travail, de dépression. Le fait de pas avoir été accompagnée correctement, de pas avoir soigné correctement toutes ces blessures professionnelles qui avaient été ouvertes en amont. Parce que là, pendant ces 6 mois, tu n'étais pas accompagnée du tout, t'étais toute seule, entre guillemets, t'avais juste ton médecin généraliste. Non, j'avais le médecin de la médecine du travail et la psychologue du travail, que je voyais une fois par mois. Ouais. Mais en fait, c'est juste un contrôle. Donc en fait, elle vérifiait juste si mon état de santé pouvait faire que je pouvais revenir dans une équipe. Voilà. Donc la psychologue du travail, sa seule solution pour elle, c'était que je parte. Que j'avais trop de diplômes pour rester enfermée là. Donc il fallait que je trouve autre chose. Et du coup, elle disait, vous avez beaucoup de diplômes, Stéphanie, vous avez les moyens de faire autre chose. Oui, en gros, c'est ça. C'est plus simple pour une personne qui n'a pas de diplôme pour se reconvertir. En gros, c'est ça qu'elle voulait dire. Ok. Voilà. Et puis, la médecine du travail, elle constatait juste que j'allais pas mieux. Alors moi, je lui disais, je vais bien, je vais revenir, je vais trouver du sens, j'ai appris de mes erreurs, j'ai lu beaucoup, ça va aller. Et elle me disait, non, ça va pas aller, ça va pas aller. Les médecins qui t'auscultaient voyaient que tu n'allais pas bien. Oui, alors je pense que la médecine du travail, plus que le médecin généraliste, est plus apte à se rendre compte de ce qui m'arrivait. Ah, ok. Voilà, je pense qu'elle était plus formée sur ces questions de burn-out, de dépression au travail, de perte de sens. Alors que c'est assez nouveau, mais c'est bien qu'elle soit formée. Ouais, je pense qu'elle était beaucoup plus réaliste envers ce qui se passait, ce que je ressentais, que mon médecin généraliste, qui pour lui c'était vraiment un burn-out, de la dépression au travail. Et en plus, comme on peut pas marquer burn-out sur les arrêts maladie, en fait sur mes arrêts maladie c'était marqué dépression. Parce que ça n'existe pas le mot burn-out. Ouais. Okay. Pour la sécurité sociale, ça n'existe pas, c'est pas reconnu, c'est pas une maladie. C'est très bien qu'ils le mettent, qu'ils les mettent d'ailleurs, tous les noms. Et donc, je pense que je suis revenue trop tôt, avec trop de blessures, et trop, peut-être surmotivée en me disant, ça va aller, je vais m'en sortir. Je pense que si c'était à refaire, je referais pas la même chose. Ah, pour le coup, d'accord. Okay. Pour le coup, voilà. Je pense que c'est pour ça que quand je peux, et quand je rencontre des gens qui sont dans la même situation que moi, se faire aider, c'est vraiment très important. C'est souvent difficile de passer la porte d'un psychothérapeute ou d'un praticien en thérapie, mais je pense que se faire aider, se faire accompagner ou se faire écouter par une tierce personne qui n'est pas son mari, sa maman, son papa, oui, qui n'est pas proche de la personne, ok. Et oui, parce que notre famille, ils voient le salaire, l'argent qui rentre, le fait de vivre, de faire vivre sa famille, de payer ses crédits. Oui, il y a la peur qu'elle a. Oui. Voilà, alors qu'une tierce personne, elle sera plus objective. Elle permet de poser des bonnes questions, de se remettre, souvent de se mettre en situation méta, donc c'est-à-dire de se regarder, faire de plus haut, voilà, se mettre au-dessus de soi.
Et tu conseilles d'aller voir qui plutôt ? Je pense que c'est au feeling. Au feeling. Oui, il faut contacter plusieurs personnes dans plusieurs domaines différents. Et c'est vraiment, faut qu'il y ait un feeling. Il faut qu'il y ait vraiment une question de confiance. Parce qu'il faut vraiment avoir confiance en la personne qu'on rencontre pour pouvoir lui expliquer son mal-être profond. Parce que ça remue pas mal de choses. Et puis, donc moi j'ai fait après de la thérapie. Et souvent on est obligé de remonter dans le passé et on se rend pas compte qu'il a pu se passer des choses quand on était enfant ou qui du coup influent sur nos comportements d'aujourd'hui. Il faut trouver quelqu'un en qui on a assez confiance pour aller raconter des choses qui sont pas forcément des choses super graves. Qu'on vit enfant, mais ça peut être une grosse dispute un jour avec ses parents qui n'a jamais été résolue et du coup qui reste en suspens et on se dit si je redis cette chose-là, ça va créer cette même situation. Enfin, c'est vraiment inconscient. Mais moi, je reste persuadée que tout le monde devrait... qu'on aille bien ou pas bien, de toute façon, il y a toujours quelque chose à régler, je pense, par rapport à notre histoire. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas c'est pas forcément de gros soucis qu'on a eu dans son enfance. Ça peut être une engueulade toute bête avec son frère ou sa sœur qui n'a jamais été résolue correctement. Et en fait, du coup, on reste toute sa vie avec cette appréhension de revivre cette situation, inconsciemment. Et ça peut être donc un psychiatre, D'ailleurs, je sais pas la différence avec un psychothérapeute. Il y a une question d'ordonnance de médicaments. Les psychiatres, ils ont le droit de donner des médicaments pour la dépression, alors que tous les psychologues et les thérapeutes, tout ça, ils ont pas le... Ah, donc psychothérapeute et psychologue, c'est la même chose. Ils ont pas les mêmes études, il me semble. D'accord, ok. Mais je me renseignerai. Oui, alors il y en a tellement qui existent. Parce que du coup, entre les coachs de vie, les coachs en reconversion, les thérapeutes, les psychopraticiens, les praticiens en thérapie, tous les praticiens en systémie, en constellation, il y a beaucoup de praticiens qui existent. Il faut juste trouver celui qui nous fait du bien. Pourquoi pas un magnétiseur? Oui, toutes les médecines douces, sophrologie. Sophrologie, voilà. Kinésiologue, j'essaie d'en trouver comme ça. Oui, c'est ou ça. Même réflexologie, hein, je sais pas. Oui, alors moi j'en ai essayé un petit peu. Les aromathérapeutes aussi. Mais en fait, le but c'est de trouver quelqu'un en qui on a assez confiance pour pouvoir s'exprimer et expliquer son mal-être profond. On a quelqu'un qui puisse nous écouter sans jugement. C'est hyper important de se sentir bien écouté. Pour tout lâcher en fait. Oui, c'est ça. Pour pas avoir de barrière. Oui. Nous les humains, on est très forts pour mettre des masques. Et pour pas dire tout ce qu'on a à dire. Je sais pas si on peut considérer ça comme une maladie. Ça, j'en sais rien, c'est assez nouveau. On peut pas dire j'en sais rien. Mais est-ce qu'on peut guérir totalement de ça? Du bore-out, là précisément. Parce qu'on parle de bore-out. Est-ce qu'on peut guérir totalement? Est-ce que ça revient pas à un moment donné si on ne fait pas gaffe? Est-ce que tu arriverais à répondre? Parce que je suis pas sûre qu'on en guérisse. Je pense que du coup, on en fait une force. Du coup, on est capable de le voir venir. Quand on travaille sur soi, on est aussi capable de se rendre compte de ses valeurs, du sens qu'on veut mettre dans sa vie. Mais je suis pas sûre qu'on en guérisse vraiment totalement. Je pense qu'il y a des blessures qui restent ouvertes. Peut-être qu'après 15 ans de thérapie, il fait que ces blessures se referment et on les accepte. Mais pour moi, c'est encore tellement frais que pour l'instant, c'est pas guéri. C'est un warning. Ça permet de se dire là je vais pas. Mais je suis pas sûre que ce soit totalement encore guéri. Ça reste toujours au fond de soi, c'est vraiment... Oui, mais je l'ai senti tout à l'heure, il y avait de l'émotion quand tu parlais. Donc bon, après, c'est assez récent aussi. C'est assez récent, c'est une période qui est assez difficile. Ça me donne toute la force que j'ai aujourd'hui pour accompagner d'autres personnes dans des changements professionnels, dans des projets professionnels. Ça m'a aussi fait comprendre des valeurs que j'ai envie d'y mettre derrière. Voilà, c'est toutes ces valeurs d'éthique, de responsabilité écologique et sociétale. Du coup, tu l'as ton expérience. Oui. Voilà, mais je suis pas sûre d'être totalement guérie. Je pense que quand j'en parle encore, les émotions ressortent. Voilà, l'hypersensibilité fait aussi que voilà, les larmes sortent facilement. Mais je pense que ça reste toujours un petit peu au fond de soi, comme un feu rouge ou comme un... Attention. Ouais. Voilà. T'as déjà vécu cette situation, tu sais ce que tu es capable de te faire. Parce que du coup, c'est vraiment se faire du mal, en fait. Oui, il faut pas dépasser les limites des bornes des limites. C'est ça. Comment réussir à retourner au travail après ça? Alors là, pour le coup, toi, tu as décidé plutôt de te reconvertir, mais je sais qu'il y a des personnes qui finalement retournent vraiment au travail. Je parle pas de la partie où tu pensais aller bien. Oui. Voilà, je parle vraiment une fois que ça va mieux, même si c'est pas à 100% comme on vient de le dire. Comment est-ce qu'on réussit à remonter en fait à
à retourner vers un travail, que ça soit autre chose ou la même chose? Je pense qu'il y a vraiment cette question de recherche de sens. Une fois qu'on est aligné avec ses valeurs, avec ce pourquoi on veut pas, là où on veut pas aller, on peut retourner au travail en ayant, même si la blessure est pas totalement refermée, on peut y retourner. Après, il y a beaucoup de communication. Ça veut dire que si c'est un problème avec des collègues ou de communication, je suis pas sûre que ce soit très facile de retourner après un burn-out dans la même équipe. D'accord. Moi, pour le coup, quand je suis retournée dans une équipe différente, avec des gens qui du coup ne me connaissaient pas. Donc ça permet de mettre une distance. Voilà. Donc les gens, ils savaient que j'avais été en arrêt maladie longtemps, mais ils savaient pas ce qui s'était passé. Ok. Après, c'est à mon choix, c'est le choix de la personne d'expliquer ou non ce qu'il y a eu avant. Mais le fait d'être arrivé dans une équipe nouvelle qui me connaissait pas, du coup, ça permet de créer un nouveau cadre de travail et là, à ce moment-là, de dire voilà mes valeurs, voilà ce que je veux faire et voilà là où j'irai pas. Ouais. C'est plus facile de poser un cadre avec des gens qu'on connaît pas, tout neuf, que du coup de revenir en arrière sur des choses qu'on a déjà eu faites avant et de dire ça maintenant je le fais plus. Ouais. De toute façon, il faut forcément changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Puisque si on l'a fait, c'est que quelque chose n'allait pas. C'est pas forcément le métier en lui-même, ça peut être peut-être la mission, ça peut être le service, ça peut être l'équipe. Du coup, il y a quelque chose qui doit changer et il faut trouver ce qui n'allait pas, quoi. Il y a une grosse partie de compréhension du fait qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Voilà. Parce que même si l'autre personne, elle est méchante, c'est notre ressenti à nous. Est-ce que vraiment elle fait ça pour être méchante, ou est-ce que elle va pas bien et que du coup elle reporte sur nous son mal-être à elle? Il y a aussi une notion de responsabilité. Je pense qu'il y a un moment où, quand on est préparé et assez fort et assez aligné avec soi-même, on est capable de dire stop. En fait, ça t'appartient et ça ne doit pas me toucher. Mais on voit bien la coach là. Non mais voilà, ça t'appartient et du coup c'est pas censé me faire du mal en fait. Après, dans la vraie vie de tous les jours, c'est difficile. Le changement, je pense que c'est vraiment très important. Il y a des exemples de gens qui sont retournés dans leurs équipes, dans leur travail. Après, je sais pas dans quel degré ils ont été en burn-out ou en bore-out. Il y a beaucoup plus d'exemples de gens du coup qui changent de vie. Ouais. Mais le plus important, c'est trouver ses valeurs, trouver son cadre et arriver à se l'imposer à soi-même. Et forcément, du coup, ça l'impose aux autres. Ouais. C'est sûr que du coup, si on est quelqu'un qui aime l'écologie, voilà tout ça, on va éviter d'aller travailler dans des entreprises qui du coup le sont pas. On va travailler chez Total Energy. C'est ça. Totalement. C'est une très bonne idée. Non mais c'est sûr que si le week-end on milite contre les éoliennes et que du coup la semaine on travaille chez Veolia. Ouais. Il faut aussi être aligné avec soi-même et se dire il y a cet enjeu d'argent, on l'a tous, il faut payer des factures, il faut payer les crédits, il faut vivre. Et en même temps, il faut être aligné avec ce qu'on veut faire. Avec ses valeurs. Avec ses valeurs. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux personnes alors à la fois aux personnes qui pensent être dans un bore-out, en tout cas qui ressentent les symptômes que tu expliquais tout à l'heure, et aussi aux personnes qui sont dans son entourage à cette personne, qui aimeraient l'aider, ou à ses collègues, ça peut être ses proches ou ses collègues, ou son patron, sa patronne, je ne sais pas. Pour l'entourage, il y a vraiment une question de bienveillance. Il faut comprendre la personne. Il y a une question de non-jugement. Quand quelqu'un dit « je peux plus aller au travail parce que j'ai plus la force », il vaut peut-être mieux l'accompagner en lui disant d'accord, on va trouver des solutions, plutôt que de lui dire si, tu te rends pas compte, 700 € de crédit par mois, faut aller au travail. Parce que du coup, on entretient cette notion de « je peux pas m'arrêter ». Donc vraiment, pour l'entourage, il y a vraiment cette notion de bienveillance et en même temps de pas devenir maternant. Oui. Parce qu'on peut vite se laisser embarquer dans on fait tout à ma place. Et donc, ça permet pas de guérir. Après, il faut être aussi peut-être accompagnant sur le fait de dire va voir quelqu'un ou je t'emmène. Viens, si t'as besoin, je t'emmène chez le kiné. Voilà, ne serait-ce que d'aller se faire masser ou se faire les ongles ou aller chez le coiffeur. Ça permet de se sentir bien à l'extérieur et souvent ça permet aussi de se sentir bien à l'intérieur. Voilà, vraiment cette notion de bienveillance et de prendre soin de la personne. Parce que du coup, elle va vraiment pas bien. C'est pas un caprice.
Et pour la personne qui vit ça, c'est vraiment le conseil, le must du conseil, vraiment, c'est de prendre soin de soi et de se faire accompagner, de se faire aider, de pas avoir peur et de pas avoir honte d'en parler et d'aller dire qu'on va pas bien. Il n'y a pas de notion d'échec, ni de notion de réussite d'ailleurs. Parce que il y a aussi des gens qui disent j'ai réussi à m'en sortir. Ça met de la pression pour les autres qui arrivent derrière. Oui. Et puis même la personne en elle-même se met de la pression toute seule. Moi, je me dis peut-être que même si on réécoute le podcast vidéo, peut-être que moi, je l'ai fait, le fait de le dire. Du coup, j'ai eu l'impression de réussir à m'en sortir et de dire je veux revenir au travail. Ouais. Voilà. Cette idée de réussir à s'en sortir, de prouver aux autres qu'on est capable de s'aider soi-même et de revenir dans le monde du travail, dans le cadre que du coup la société nous impose. Oui, pour prouver quelque chose, à la fois à soi-même et à la fois aux autres, quoi. Alors qu'il y a vraiment une notion de prendre soin de soi et de s'aligner avec soi-même, de pas avoir honte, de dire qu'on n'est pas fait pour ça. Pas tout le monde est fait pour aller travailler dans une entreprise avec 10 000 personnes, des gens qui se disent pas bonjour le matin. Non mais on est tous différents. Ouais. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Ouais. Et heureusement qu'on est tous différents. On est tous différents, et je suis bien d'accord. Quel est ton sujet tabou à toi ? Je pense que le sujet tabou, ce serait la hiérarchie. J'aime pas ça. C'est-à-dire cette notion de rapport de force. Voilà. Entre les gens qui sont au-dessus de nous, en dessous de nous. C'est vraiment un sujet difficile pour moi à aborder parce que je comprends pas ça. Par exemple, j'aime pas les sports d'équipe. Cette notion de rapport de hiérarchie au chef d'équipe. Pourquoi c'est lui qui décide où est-ce qu'on se met sur l'aire de jeu Ah, t'étais vraiment pas à ta place, hein, là. Du coup, je suis en train de me dire, là, c'était vraiment... D'accord. Ouais. C'est pour ça que, du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce sujet... c'est vraiment... voilà, tabou, peut-être que c'est un grand mot, mais c'est un sujet que j'ai du mal à comprendre. Voilà, oui, c'est la plus hiérarchie, quelque chose que tu comprends pas. Voilà, moi, j'en parle pas. Bon, donc c'est tabou dans le fait que j'en parle pas. Okay. Dans ma famille, mes parents, ils sont tous les deux dans de grandes entreprises avec beaucoup de hiérarchie, de choses comme ça. Voilà, et du coup, ils ont cette notion de respect de la personne d'au-dessus. Faut lui envoyer un mail pour lui faire vérifier, pour dire un mail à quelqu'un d'autre qu'il l'envoie à quelqu'un. Je ne comprends pas. C'est tellement plus facile d'être direct. Voilà. Ouais. Voilà, moi. Mais en quoi c'est tabou, du coup ? Non, c'est pas forcément tabou, finalement. Si, c'est tabou parce que c'est difficile de dire aux gens qu'on comprend pas ça. Oui, ok, je vois. Tu vois, c'est... T'imagines si j'arrive dans un entretien dans une entreprise et que je dis alors moi, la hiérarchie, je sais pas ce que c'est, je comprends pas ça, j'aime pas ça. Ah oui, bah là, dans ce cas, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux pas le dire. Mais bon, là, t'auras pas besoin de le dire. Oui, mais quand il a fallu que je retourne au travail, dans le même cadre, dans la même structure, quand on se rend compte qu'en fait c'est ça qu'on n'aime pas. On n'aime pas devoir rendre des comptes à quelqu'un. Ok. Du coup c'est ton tabou. C'est mon tabou professionnel, la hiérarchie. Est-ce que moi j'ai plus de questions. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Si vous sentez que vous allez pas bien, c'est ça ce que moi je vous. Enfin voilà, il faut prendre le temps de se poser la question et de trouver quelque chose avec lequel on est aligné. Ok. Il y a plein de métiers qui existent sur la planète. C'est pas la peine d'en faire un pour la reconnaissance des autres. Il faut vivre pour ça. Très bonne conclusion. Merci Stéphanie. Je t'en prie. Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère que le témoignage de Stéphanie vous a plu. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants sur le sujet du bore-out, vous pouvez lui envoyer un message sur son compte Instagram @sortez-du-bas2l.coaching.business ou répondre à l'article sur notre blog, dont le lien est également dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les tabous. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-podcast.com, sur Instagram @positivestudio.podcasting, sur notre page LinkedIn positive_studio ou bien par mail à santabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.